Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Tu sors le 30 septembre l'album Mohamed Alex. Le titre est assez annonciateur. Je pense que quand on lit le titre, on peut comprendre l'ensemble de l'album. C'est-à-dire que ça parle de sujets de société actuels qui parfois un peu polémiques. Ça parle aussi, c'est aussi un album de combat un peu. Et le côté Alix où c'est un peu introspectif, où tu parles aussi beaucoup de toi dans cet album. Avec tes mots, comment tu pourrais le présenter toi et ce que tu as voulu en faire de cet album? Non, je pense que tu l'as très bien présenté. C'est un album qu'on peut qualifier d'engagé. Après, c'est un album qui n'est pas uniquement qu'engagé. Il y a des choses qui sont plus personnelles. Il y a d'autres sujets, quoi. C'est pas uniquement que social dans le sens politique. Mais en même temps, c'est cohérent. Donc c'est pas non plus une compilation avec tout et n'importe quoi. Donc il y a un fil conducteur et voilà. On va passer tout de suite au cœur du sujet. En fait, cette interview, ça va être, moi j'ai vraiment beaucoup écouté ton album, j'ai vraiment beaucoup aimé. On va reprendre certaines phrases de ton interview et pour que tu nous les expliques, notamment, il y en a une qui m'a fait halluciner, où tu dis 20 ans de carrière et j'ai jamais reçu de victoire de la musique. J'ai halluciné pas parce que j'ai trouvé ça bizarre que tu dis ça, mais parce que je pensais que tu en avais une. Tu vois, pour moi, c'était logique. Donc, comment tu peux expliquer ça? Est-ce que tu crois que le rap en France, parce que les victoires de la musique, c'est l'industrie du disque qui vote, c'est ça? C'est ça. Comment tu expliques que l'industrie du disque aujourd'hui a encore du mal à accueillir les rappeurs français? Qu'est-ce qui différencie un Kerry James d'un Nekfeu qui lui en a eu avec un 995 et avec son album, etc. Moi, je fais une musique que j'espère être une musique contestataire, donc quelque part c'est normal et c'est plutôt rassurant que j'ai pas eu de victoire de la musique. Et comme j'ai déjà expliqué, j'ai toujours eu un rapport assez étrange avec l'industrie du disque. Si tu veux, j'ai jamais été en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, j'ai jamais été accepté par l'industrie du disque. Je me suis toujours imposé dans l'industrie du disque. Et par exemple, après que j'ai fait l'album Ma Vérité, qui était mon deuxième album solo et qui n'a pas eu un grand succès commercial par rapport à si c'était à refaire mon premier album solo, je me suis retrouvé sans contrat et il n'y avait aucune maison de disques qui voulait me signer. Donc j'ai toujours eu l'impression, le sentiment que l'industrie du disque faisait avec moi parce qu'elle n'avait pas le choix, mais que dès que ce serait possible, on me mettrait à la porte. Et après, je me suis toujours imposé sans prétention, mais par le talent, par le travail, et aussi parce que j'ai un public très fidèle qui me soutient. Mais par exemple, après ma vérité, pour eux, ça y est, Kerry James, c'était fini. Et après, je me suis réimposé de nouveau avec Thug Life, je suis revenu avec la Mafia Quinfri et tout ça. Mais sinon, ils avaient essayé, encore une fois, de me mettre à la porte du jeu. Et après, comme c'est un système les victoires de la musique, c'est un système où les maisons de disques votent. Donc déjà, dans une maison de disques, il y a des consignes de vote. Et ensuite, après, il y a du copinage entre différentes maisons de disques, quoi. Sur ton album, il y a aussi un titre, alors c'est un peu tiré par les choses que je vais te dire, mais il y a un titre qui s'appelle Douleur Ébène. Et cette semaine, ça m'a fait penser tout de suite, avant d'écouter le titre, au morceau de Booba, Couleur Ébène, avec la prod de DJ Mehdi. DJ Mehdi, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'il est parti. On a beaucoup parlé cette semaine du coup. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Parce que toi, tu l'as connu tout jeune avec Idéal J, et puis vous avez un peu grandi sur la même lancée.
Ouais. Enfin, ton travail avec lui, ce qu'il a pu apporter à la musique en règle générale en France. Ouais, j'ai rencontré Mehdi, je pense que c'était vers 95. Et Manu Kay, qui était un peu notre mentor dans le rap, est venu nous voir un jour en nous disant voilà, j'ai rencontré un jeune qui fait des musiques, il est archi fort. Et il nous a présenté DJ Mehdi. Et bon, c'était incroyable, quoi. Il avait un sampler chez lui que il avait presque fabriqué lui-même, qu'il avait trafiqué et tout. C'était pas un truc fermé, quoi. C'était ouvert, tu voyais les fils à Ouais. l'intérieur, tout ça. Et c'était un génie, quoi, de la musique. Humainement, on s'est toujours très bien entendu, parce que moi, je venais d'Orly, la demi-lune zoo, un peu de la vie difficile, dure. Et quand j'étais avec Mehdi, je pouvais être vraiment moi-même. Ouais. J'avais plus besoin de me mettre sous une carapace dont j'avais besoin à Orly où je vivais une vie un peu hardcore, quoi. Et Mehdi, il a jamais eu ce truc de vouloir se prendre pour une racaille. Il était à l'aise, en fait, euh, il était bien dans sa peau, quoi. Et il était en accord avec lui-même. Donc il n'avait jamais eu besoin d'essayer de faire le mec. C'était pas parce qu'il produisait les disques de la Mafia Kinfry qu'il allait se prendre pour une Kaira. Il était lui-même, quoi. Et puis après, c'était un mec hyper cultivé. C'était un mec. Il avait voulu être diplomate, Mehdi. Donc, D'accord. ce qui fait qu'il avait un rapport avec les gens hyper fin, hyper intelligent. Il savait y faire, quoi. Voilà, quoi. Et même si on ne se voyait pas souvent, on n'avait pas besoin de se voir souvent pour se sentir ami, quoi. Quand je le voyais, même après 2 ans ou un an, c'était comme si je l'avais jamais quitté, quoi. Il y a un titre sur ton album qui fait avec Madame Monsieur, Mhm. euh, qui est super touchant, vraiment très très touchant. Comment ça s'est passé cette rencontre avec eux et notamment avec tous les featuring que tu as parce que hormis le titre avec Lino et Youssoupha, les Ouais. featuring que tu as, c'est pas des C'est pas monstres rap. du Star System Ouais. et c'est pas rap. Ouais. Euh, du coup, comment tu as choisi ces featuring et notamment celui avec Madame Monsieur qui nous est un groupe qu'on apprécie Alors particulièrement. pour celui avec Madame Monsieur, ça s'est fait par le biais de Guillaume de Medellin, qui est un réalisateur. Ils sont des réalisateurs. Qui a travaillé sur Panthéon notamment. Ouais, et ils ont travaillé aussi sur mon dernier album, Dernier MC, sur le titre La mort qui va avec. On avait fait ensemble aussi un titre qui avait marqué, qui s'appelle Je ne crois plus en l'illicite. Et je sais que à chaque fois, sur chaque album, ils arrivent toujours à placer un titre qui devient. Bon, on n'a jamais fait un gros. Si Je ne crois plus en l'illicite, c'est un hit de rue, mais on n'a pas fait un hit commercial, tout ça, mais c'est toujours des morceaux qui sont des morceaux de fond dans l'album qui soutiennent bien l'album. Et donc j'ai été travailler avec eux dans leur studio et on a fait une équipe de travail. Il y avait Rémi, le compositeur, il y avait et Madame Monsieur était là. Et on a travaillé sur cette musique, la musique de Pense à moi, quoi. Ils jouaient des trucs et je disais pas ça, pas ça. Et jusqu'à ce qu'on soit arrivé sur ce truc-là qui fait un peu, je sais pas, un peu Césaria Evora, tout ça. Un style de musique qui me touche beaucoup. Et Émilie, elle a écrit ce refrain qui est super bien écrit et trouvé cette mélodie qui m'a plu directement, quoi. Donc c'est des vrais artistes, quoi. Ouais. Voilà. Et après pour les autres collaborations, j'ai essayé de prendre des gens vraiment, ouais, que j'estime être des artistes qui ont vraiment un truc, quoi. Comme, comme Thomas qui apparaît 2 fois dans l'album, ou il y a qui encore, il y a Cléo qui apparaît 2 fois dans l'album, parce que je trouve que c'est des gens, c'est des vrais artistes. Et moi je donne pas le titre d'artiste Ouais. à n'importe qui, voilà. Et en tout cas, dans la constance de tes featuring, c'est qu'il y a toujours un petit côté musique du monde qu'on avait sur Si c'était à refaire aussi. Et C'est qui était vrai. vachement. Ouais, c'est vrai que depuis Si c'était à refaire, je me suis un peu ouvert à la musique autre que la musique rap. Et
j'essaie d'avoir toujours des trucs qui soient larges, mais pas pour être large, c'est parce que vraiment c'est le truc qui me touche, quoi. Touche, ouais. Voilà, voilà. Ok. On revient un peu sur le titre Douleur ébène, où tu parles un peu de la condition d'un Français d'origine africaine en France. Tu dis étranger quoi que je fasse, je ne serai jamais à ma place. Est-ce que c'est quelque chose que, enfin, j'imagine que tu ressens depuis toujours. Est-ce que tu as vu des évolutions et des choses plutôt positives maintenant, ou pour toi c'est vraiment un truc qui est linéaire et qui ne bougera pas? Le problème, c'est que moi, je cumule toutes les sortes de discriminations possibles. J'ai été discriminé en tant que banlieusard, j'ai été discriminé en tant que noir, et je suis discriminé aujourd'hui en tant que musulman. Donc c'est pour ça c'est difficile pour moi de dire que les choses vont mieux, quoi. J'ai même l'impression que c'est de plus en plus difficile et que justement on fait un grand pas en arrière en France. Donc j'ai vraiment ce sentiment que je ne serai jamais à ma place. J'ai même été discriminé en tant que rappeur, donc voilà, quoi. Mais après, c'est pas non plus ce que les gens appellent de la victimisation. Parce que moi, ma réponse face à ça, c'est d'être actif, d'agir, d'essayer de faire bouger des choses et de ne pas attendre qu'on nous tende la main, mais de faire les choses par nous-mêmes. Voilà. Je fais un constat, mais j'ai aussi des réponses à ce constat. D'où je viens, tu parles de ton parcours depuis justement toute cette époque des quartiers, etc., jusqu'à aujourd'hui, tes 20 ans de carrière dans le rap. Si tu devais résumer ta carrière, quels ont été les moments les plus forts de ta carrière, comment on arrive à construire une carrière comme Kerry James? C'est une question difficile. Les moments les plus importants. Alors moi déjà, j'ai l'impression, parce que toi tu vois de l'extérieur comme une carrière qui a été une carrière à succès, mais elle n'a pas été autant que ça. Il y a des gens qui étaient dans le rap depuis moins longtemps que moi, qui ont eu beaucoup plus de succès commercial que moi. Mais moi, mon truc, c'est que je suis resté sur la durée. Mais il y a des gens qui ont gagné beaucoup plus d'argent que moi. Mais moi, j'ai un truc sur le temps, et j'espère que ça va continuer. Parce que j'ai pas fait des concessions à certains moments qui m'ont permis d'avoir une crédibilité. Donc si je devais m'adresser à un jeune, c'est de pas céder aux pressions du show business et à l'argent facile, et de faire des choses qui sont fidèles à ce que toi tu crois. Voilà. Ouais. De pas se brûler les ailes, quoi. Oui, il faut prendre son temps. Voilà. Ok. Et si c'était à refaire, justement, est-ce que tu referais comme ça? Ce serait... Après, c'est toujours une question difficile, parce que si c'était à refaire, ça voudrait dire que je serais au courant de mes éventuelles erreurs et que il a fallu que je fasse les erreurs que j'ai faites pour être celui que je suis aujourd'hui. J'en ferai encore d'autres, c'est la vie, quoi. Ouais. Dans Vivre ou mourir ensemble, tu parles du rapport qu'ont les Français à l'actualité un peu très lourde du moment. Et tu vises beaucoup le gouvernement. Tu parles d'une expansion guerrière, etc. Il y a beaucoup de phrases. C'est un titre qui est incroyable, et nous, on l'a écouté à la rédaction et on avait les larmes aux yeux en l'écoutant, vraiment. Ça me touche. Donc il chamboule un petit peu, ce titre, et c'est très fort. Tu dis, ils pensent la guerre mais ne porteront jamais le treillis. Et là, tu vises clairement le gouvernement. Pas que le gouvernement, je vise aussi les faux intellectuels comme Eric Zemmour ou Finkielkraut, des gens qui essaient de nous pousser vers une guerre civile, et qui, je pense, il n'y a pas besoin d'être hyper perspicace pour comprendre que si demain les choses éclataient vraiment et que ça tournait vraiment mal, j'imagine mal Eric Zemmour à la tête des Français de souche au premier rang de la bataille pour combattre les Maghrébins musulmans et les Noirs africains envahisseurs. Voilà. Je pense qu'il disparaîtra aussi vite qu'il est apparu, quoi. Voilà. Sur lui, enfin, tu le dis pas, c'est pas directement, mais dans toute une phase, tu dis à un moment, même les nazis avaient leur propre intellectuel.
Oui. Tu penses que pour toi, des mecs qui sont à ce niveau, c'est-à-dire qui sont aussi dangereux que ça? Bah, cette phrase, elle peut paraître un peu apocalyptique, un peu trop alarmiste, mais regardons les derniers événements, quoi. Je pense que ce qui s'est passé il y a 100 ans, c'est pas venu d'un coup. Ils se sont pas réveillés d'un coup comme ça, et puis ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'il y a eu une préparation, et les gens ont été préparés, et que les Juifs ont d'abord été désignés comme étant un ennemi de l'intérieur, auquel il fallait faire attention, et qu'au fur et à mesure, ça, on en est arrivé à là où on en est arrivé. Et je pense que c'est la même chose qui est en train de se passer. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est que moi, euh, je ne crois pas que l'être humain, ce que l'être humain a fait il y a 100 ans, je ne vois aucune raison qu'il ne soit pas capable de le faire 100 ans après. Et tu dis clairement, tirons des leçons du passé. L'être humain, ça reste un être humain, quoi. On n'est pas aujourd'hui des êtres humains. Il y a eu de la modernité dans de la technologie, mais l'être humain, ça reste quand même l'être humain avec ses peurs, ses folies, voilà. Donc ce qu'il a fait il y a 100 ans, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Ouais, ouais. Tu t'attaques un petit peu quand même à Def Jam, où tu dis, demande à Def Jam à quel point je peux être hostile. Alors c'est une référence à Benjamin Sudvanny, qui était le boss de Hostile et maintenant qui est le boss de Def Jam. Ouais. Et dans la même phase, tu parles de Skyrock en disant que tu n'as plus besoin de Skyrock. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, par exemple, Def Jam, c'est parce que à l'époque de la Mafia Cafri, quand j'ai travaillé sur l'album Jusqu'à la mort, parce qu'on croit en la vie, donc on a signé avec Hostile à l'époque, et donc avec Benjamin. On fait le titre Guerre, on fait le clip et tout, et puis d'un coup, au-dessus de Benjamin, je dis pas que c'est lui, ils veulent censurer des paroles du titre Guerre. Et donc ce qui fait que nous, on n'a pas cédé, et que finalement, on est reparti avec l'album qui était déjà terminé, mixé, le clip Guerre et le clip de Thug Life qui ont coûté tous les deux 80 000 euros. Et on est reparti avec ça, et ils nous ont laissé repartir avec ça. Bon, ils n'avaient pas vraiment le choix non plus, mais on a résisté à leur tentative de censure. C'est pour ça que j'envoie un petit pic, et je dis demande à Def Jam à quel point je peux être hostile. Et après pour Skyrock, les choses elles sont claires aujourd'hui, quoi. C'est que c'est un média que j'ai utilisé pour faire connaître ma musique à un plus grand nombre de personnes, mais qui aujourd'hui n'est pas premier sur le rap, quoi. Si on écoute les playlists de Skyrock il y a 15 ans, et la playlist aujourd'hui, c'est vraiment c'est le jour et la nuit, quoi. Et avant, il avait quand même un truc où il essayait d'être crédible, et là, il essaie même plus d'être crédible dans sa programmation. Donc voilà. Ouais, il y a eu un grand tournant au moment dans les années 2000. Ouais, et là, il s'est passé quelque chose là, que personne n'a vraiment compris. Là, c'est de l'abus. Donc je pense qu'il est dans sa course avec énergie, tout ça, et qu'il s'occupe plus trop du rap. Qui remplace Skyrock aujourd'hui Est-ce qu'il y a des médias qui peuvent remplacer Skyrock aujourd'hui sur le rap? Ou alors c'est simplement YouTube et c'est simplement le fait Internet nous suffit, nous suffit largement. Et que maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir une radio nationale, mais qui aseptise totalement notre musique, quoi. Et tu sens plus de liberté aujourd'hui dans la promo que ce qu'il y avait avant? T'es moins justement enfermé dans les désirs d'une radio ou d'un truc? Avec Internet, ça te libère un peu de tout ça, ou... Bon, moi j'ai toujours dit ce que j'avais à dire dans la musique, et que même si j'étais en maison de disques, je me suis toujours considéré comme un indépendant. Personne n'a jamais essayé de réécrire mes textes ou quoi que ce soit. Et quand ils ont essayé de le faire, on est reparti avec les bandes, et on continue à faire ce nous on avait envie de faire, quoi. Donc, mais c'est vrai que peut-être inconsciemment quand même, quand tu es en maison de disques, et que c'est pas ton argent qui est dépensé, peut-être qu'inconsciemment tu te censures toi-même, tu te limites toi-même. Mais là c'est vrai que je me sens vraiment
capable de faire tout ce que j'ai envie de faire, quoi, et d'aller jusqu'au bout, quoi. Ok. Il y a d'autres titres encore où tu parles un petit peu notamment des élections qui arrivent et tu dis juste on a le sentiment qu'aller voter c'est de choisir par qui on va se faire enculer aujourd'hui. Entubé, moi j'ai dit. Ah bah moi j'ai entendu moi j'ai entendu ça. Ouais, tu l'entends Bon. comme ça. C'est parce que C'est peut-être que c'est ce peut-être qui est voulu. peut-être que je mais- pense la même chose que toi. Du coup, du coup, bon, comme je te dis, peut-être que je pense la même chose que toi et peut-être que du coup on ne sait pas vraiment par qui. Et tu vois, tu vas voter. Qu'est-ce que tu dis à C'est personnel. tes auditeurs C'est tes personnel. auditeurs, Je veux rien dire à tu mes les fonds, auditeurs tu leur dis. là-dessus. Ouais. Je veux rien dire, c'est une responsabilité Ouais, bien sûr. qui est trop importante. Ouais. Au-delà de ça, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, tu parles aussi tu dis je crois au réveil citoyen. Ouais. Entre vous et la rue, il n'y a plus que les CRS. Mm. Ça, c'est quand même des mots très forts. Mm. Toi, tu penses que la France est vraiment au bord de ça? Tu crois qu'il y a un truc qui Non. se trame ou c'est juste Là, une prise de conscience pour que les gens prennent conscience On qu'il y a... fait l'interview, on est le 16. Hier, on était le 15. Il y avait une manifestation sur la loi du travail et quelqu'un qui a acheté un cocktail Molotov sur un CRS. Donc on est quand même au bord de quelque chose qui est grave. Ouais. Toi, ça te fait peur un peu cette tension qu'il y a, qui est palpable là? Ça me fait peur dans le sens que je trouve ça dommage qu'on en arrive là. Mais pas peur, ça m'empêche pas non plus de dormir parce que des fois il faut que les choses Continue d'avancer, quoi. non mais des fois il faut que les choses aillent loin pour que les gens commencent à réfléchir un peu. C'est Ouais. dommage, mais l'être humain est comme ça. En tout cas, merci pour cette interview. Tu sors ton album, on le répète parce qu'il faut vraiment l'écouter, le 30 novembre. C'est cool. Il s'appelle Mohamed Alix et c'est vraiment excellent par la qualité de la musique, la qualité des textes. Ça me C'est touche. varié, c'est pas que un combat de boxe justement, c'est Ouais. aussi quelque chose d'introspectif et de touchant. Donc c'est top. Ça Voilà. me touche et merci à vous pour le soutien. Merci beaucoup. Merci. Peace. Trends periodically.